Et ce soir dans le MAC, je vous propose de dresser le bilan 2021 sur le continent avec les images marquantes de cette année que nous allons décrypter dans quelques instants avec notre invité, le journaliste Francis Laloupeau. Départ de la force Barkhane du Sahel, retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, entrée de la rumba congolaise, patrimoine immatériel de l'humanité, tour d'horizon non exhaustif avec Laure de Matos. Vous n'êtes pas torturé, non? Est-ce qu'on vous a dit? On a touché à un seul de vos cheveux. Alpha Condé, 83 ans, avachi sur un canapé et mutique. L'image de la fin d'un règne. Quelques heures plus tôt, une unité d'élite de l'armée guinéenne s'est emparée du palais présidentiel. À sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur. Un coup d'État a fait chuter le président, contesté depuis sa réélection en 2020 pour un troisième mandat. Moins d'un mois plus tard, le nouveau maître de Conakry prête serment comme président de la transition et jure qu'il ne s'accrochera pas au pouvoir. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Lui aussi s'en est allé après 30 années au pouvoir. Mais c'est en soldat que le maréchal Idriss Déby Itno est mort le 20 avril dernier. Il a succombé à ses blessures après avoir commandé son armée face à des rebelles dans le nord du Tchad. Sa succession sera militaire et héréditaire. Son fils, Mahamat Idriss Déby, 37 ans, prend le pouvoir. Au Mali, la démocratie bafouée, elle aussi, en 2021, après un second coup d'État en moins d'un an. Le 25 mai, le colonel Assimi Goïta, l'homme fort du pouvoir malien, démet le président et le premier ministre de transition. La junte qu'il dirige reprend les rênes du pouvoir. Lui devient président de la transition. Une transition politique qui s'éternise, alors que sur le plan sécuritaire, le Mali et le Sahel plus largement restent en crise. Les attaques djihadistes contre des militaires et des civils se sont multipliées en 2021, endeuillant le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Un enlisement qui nourrit le ressentiment envers l'armée française dans la région, près de 8 ans après le déploiement de la force Barkhane. À la mi-décembre, les soldats français ont quitté Tombouctou, la ville où en 2013, l'ancien président François Hollande avait, dans l'émoi général, annoncé le début de l'intervention française au Mali. Paris entame aujourd'hui la réduction de son engagement dans la région. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs courent. Bamako envisagerait de faire appel aux paramilitaires russes du groupe Wagner. Les autorités maliennes démentent, mais se réservent le droit de faire ce qu'elles entendent pour assurer la sécurité de leur pays. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Autre image forte de cette année 2021, cette foule qui accueille Laurent Gbagbo à l'aéroport d'Abidjan. C'était le 17 juin dernier. Après 10 ans d'exil, l'ancien président ivoirien rentre au pays définitivement acquitté par la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo, 76 ans, affirme vouloir se désengager de la politique, mais il a tout de même créé un nouveau parti au mois d'octobre. Comme ailleurs dans le monde, le Covid-19 a été un personnage omniprésent sur le continent en 2021, avec l'apparition début décembre en Afrique du Sud d'Omicron, le dernier variant identifié du virus. Le continent est la région du monde où l'on vaccine le moins. De bonnes nouvelles, il y en a eu aussi en cette année qui s'achève. Le Goncourt, le plus prestigieux prix littéraire en France pour le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. Le prix britannique Booker Prize pour le franco-sénégalais David Diop. Et enfin le Nobel de littérature pour l'anglo-tanzanien Abdulrazak Gurnah. Comme elle l'avait promis, la France a aussi restitué en novembre 26 œuvres d'art au Bénin, des trésors royaux d'Abomey pillés au XIXe siècle. Je n'avais guère la certitude que cette revendication aboutirait un jour, encore moins de mon vivant.
Et puis cette reconnaissance mondiale pour le thiéboudienne, désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Tout comme la rumba congolaise, témoignage du lien entre l'Afrique et les afro-descendants des Amériques. Et nous retrouvons maintenant notre invité, Francis Laloupeau. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Vous êtes journaliste, observateur du continent depuis plusieurs décennies, enseignant en géopolitique. Que d'événements en 2021. Oui, Qu'est-ce que ça vous inspire, ce tour d'horizon ? Écoutez, c'est un tour d'horizon très complet parce que c'est un tour d'horizon qui prend en compte les questions politiques, les questions économiques, les questions sanitaires évidemment, et bien sûr les questions culturelles, puisque le tour d'horizon se termine par cette reconnaissance, disons, je ne sais pas inattendue, mais en tout cas c'est une reconnaissance réjouissante par l'UNESCO de deux manifestations, deux expressions des cultures africaines. L'art culinaire avec le thiéboudienne et l'art musical avec la rumba. Et la rumba qui n'est pas seulement... Cette reconnaissance, on a entendu dire que c'était une fierté pour Kinshasa et Brazzaville, pour les deux Congos, mais c'est une fierté pour tous les Africains, quoi. Parce que la rumba fait partie depuis très longtemps déjà, depuis presque un siècle, du patrimoine africain. Nous sommes tous les enfants, nous sommes tous les héritiers, nous sommes tous les parties prenantes de la rumba, quoi. Et la rumba, on se souvient quand j'étais gamin, que les sons qui nous parvenaient de Kinshasa et de Brazzaville, c'était un horizon évidemment qui nous faisait rêver. La rumba congolaise, c'est notre affaire à tous. C'est notre affaire à tous, la rumba congolaise. Alors l'armée, l'année, vous l'avez vu, a été marquée par une succession de coups d'État ou de coups de force. Est-ce que il y a une crise démocratique qui s'est renforcée en 2021 sur le continent? Vous avez raison, parce qu'en fait, une chose est de condamner les coups d'État, autre chose c'est de savoir quels sont finalement les ressorts, les causes qui finalement débouchent sur ces coups d'État. Parce que derrière ces coups d'État, il y a une question, il y a une crise beaucoup plus profonde, je dirais même une crise historique aujourd'hui, c'est la crise des transitions démocratiques. Parce que 30 ans après le déclenchement des processus de démocratisation, on assiste à ces coups d'État qui sont des coups d'État d'un genre nouveau. Je dirais c'est des coups d'État de nouvelle génération. Quand on prend par exemple ce qui se passait en Guinée et ce qui s'est passé également au Mali, on constate que les auteurs de ces coups d'État ne se contentent plus simplement de démettre un chef d'État et de gérer une forme de parenthèse qui déboucherait sur un nouvel ordre constitutionnel légitime. Nous avons affaire aujourd'hui à des coups d'État qui débouchent sur la volonté de leurs auteurs à, comme ils le disent eux-mêmes, refonder l'État et à s'atteler à tous les grands chantiers qui sont généralement dévolus aux États légitimes, au pouvoir légitime. On voit le cas du Mali où on nous annonce une transition entre 6 mois et 5 ans. En Guinée, la durée de la transition n'est même pas encore annoncée. Et quand on voit les projets, quand on voit les programmes que présentent aujourd'hui les auteurs de ce coup d'État, on se dit, mais finalement, au fond, ils sont en train de faire le job qui est généralement dévolu, qui est celui, en tout cas, des autorités légitimes. Donc, il faut nous interroger sur ce qui a amené aujourd'hui, d'abord ces coups d'État, et ce qui amène les auteurs de ces coups d'État à prendre en charge pratiquement tous les leviers de l'État et à considérer qu'il faut refaire une sorte de mise à plat, un aggiornamento des espaces politiques pour ensuite remettre le pays pour recréer un État nouveau en quelque sorte. Alors c'est un enjeu colossal. Et qui est pris en charge par les militaires de plus en plus. C'est pris en charge par les militaires et on a pensé il y a 20 ans ou encore 30 ans, disons 20 ans que le pouvoir militaire n'était pas forcément, le pouvoir n'était pas, disons, destiné à être, le pouvoir d'État en tout cas n'était pas destiné à être géré par des militaires. On constate aujourd'hui que ces militaires, qui sont totalement décomplexés d'ailleurs, parce qu'en face, il y a aussi des classes politiques qui ont perdu beaucoup de crédit au regard des populations. Il y a une perte de crédit de ces classes politiques. Et d'ailleurs, quand on écoute les auteurs de ces coups d'État, que ce soit en Guinée ou au Mali, une des résolutions, c'est de réinventer l'espace politique, c'est de remettre en place de nouvelles règles du jeu qui seraient donc, en fait, c'est de réinventer l'État. Donc on est à une période de réinvention de l'État, de la vie politique. La question n'est pas de savoir si, évidemment, si cet enjeu, si ce défi pourrait être relevé par ces auteurs-là. Évidemment, la question se pose toujours de savoir si le pouvoir d'État est un pouvoir à confier aux hommes en uniforme. Alors on a assez peu parlé d'économie, Francis, on n'a pas parlé non plus des sommets Afrique, France, Afrique, Russie, Afrique, quelque chose. On a le sentiment que
toutes les grandes puissances internationales s'intéressent au continent. Comment est-ce que le continent africain pourrait tirer profit, bénéficier de ce désir d'Afrique, si on peut appeler ça comme ça? Je pourrais ajouter à votre liste, à ce florilège, un sommet Afrique-Turquie aussi. Alors, la question qu'on se pose depuis le sommet Chine-Afrique, parce que le tournant de la diversification des partenaires étrangers des pays africains, ce tournant s'est opéré avec l'offensive chinoise, si on peut dire, sur le continent. Et la question qu'on se pose depuis plusieurs années, c'est de savoir comment les États africains négocient leurs propres intérêts. D'abord, quelles sont les marges de négociation? Quel est le pouvoir de négociation, comme l'on dit? Et par ailleurs, est-ce qu'ils sont réellement dans un partenariat gagnant-gagnant, comme on nous le dit souvent? Et autant on a une visibilité assez nette des intérêts des partenaires extérieurs, autant on a du mal à déchiffrer très précisément quels sont les intérêts défendus par les pays africains, qui de temps en temps ont une inclinaison fâcheuse à confondre le partenariat avec un besoin un peu trop prononcé d'assistance. Justement, comment est-ce que, si on devait se poser la question, peut-être en quelques mots, sur les défis qui attendent le continent africain pour l'année 2022, si vous deviez les lister en 2-3 points, quels sont-ils? D'abord, il faut dire que le continent a beaucoup résisté au choc de la pandémie du Covid-19. Malgré des taux de croissance en recul, c'est vrai qu'il y a eu, c'est un mot aujourd'hui qui est très, qui est très courant et très couru, c'est le mot résilience. Mais derrière ces chiffres macroéconomiques, il faut quand même penser surtout à la fragilité des populations les plus modestes. Ces populations modestes qui n'ont jamais été aussi précarisées, aussi fragilisées. Et l'État-providence n'a jamais été aussi nécessaire en Afrique aujourd'hui. Donc il faut restaurer ou renforcer l'État-providence partout où cela est possible. Alors les enjeux sont évidemment sécuritaires en Afrique pour 2022. Enjeux sanitaires, bien entendu, on vient de le dire. On peut également parler de l'enjeu politique qui est au cœur de toute chose. C'est-à-dire, on a commencé cet entretien avec le coup d'État. Je pense qu'il faut réellement prendre en compte aujourd'hui le défi démocratique comme étant, je dirais, la mère de toutes les batailles et peut-être la voie de toutes les résolutions en ce qui concerne en tout cas les problématiques africaines. Merci beaucoup, Francis Lelopou.